un livre aujourd'hui, l'avant-dernier auteur, qui est Monsieur le docteur Saint-Paul. Jean-Édith Saint-Paul. Monsieur Saint-Paul, vous êtes là. Oui, très bien. Très bien. Alors, laissez-moi l'honneur de vous présenter. OK. Le professeur Saint-Paul est un sociologue politique et culturel avec une passion pour la théorie sociale. Il est professeur à Brooklyn College de City University of New York, où il est le fondateur directeur de l'Institut des études haïtiennes. Le docteur Saint-Paul concentre ses recherches sur l'Amérique latine et la Caraïbe, particulièrement Haïti et le Mexique. Il a obtenu sa licence de l'Université d'État d'Haïti et ensuite il a obtenu sa maîtrise en études latines et américaines de Pontificia University Javeriana in Bogota. Monsieur Saint-Paul a obtenu son doctorat en sociologie de El Colegio de Mexico. Et le titre de la présentation de Monsieur Saint-Paul aujourd'hui, une logique décoloniale de plus de 500 ans d'histoire. Bienvenue. OK, merci beaucoup. La première chose que j'aimerais dire, c'est que il y a une conclusion générale. Les panélistes, les intervenants, nous ne sommes pas mis d'accord, mais nous avions en quelque sorte inscrit nos présentations dans ce que j'appelle la logique décoloniale depuis la première présentation avec le compte jusqu'à la présentation avec Dr. Charlot. Et pour moi, c'est une lourde responsabilité de conclure, de traiter le sujet plus de 500 ans d'histoire. C'est-à-dire ma présentation va être en quelque sorte une synthèse pour essayer de contextualiser, comme je suis un théoricien, pour essayer de voir théoriquement comment comprendre épistémologiquement, ontologiquement, quand on parle de plus de 500 ans d'histoire, qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai une présentation formelle, je vais lire ma présentation. Bon après-midi à tous. Je suis honoré de l'invitation de participer à la 12e édition de Haïti en livre pour adresser intellectuellement le thème plus de 500 ans d'histoire. Où en sommes-nous aujourd'hui? L'événement d'aujourd'hui s'avère très pertinent au renouvellement et la croissance de la culture noire, africaine et haïtienne sur la scène globale. Je remercie les organisateurs, plus particulièrement Mme Vertulie Vincent et M. Hervé Fanini Lemoine, qui m'ont généreusement invité à y prendre part. Je suis très flatté de pouvoir partager cet espace virtuel avec des amis, collègues et frères et sœurs de la diaspora afro-haïtiano-américaine, des gens que je respecte et j'apprécie. Merci à chaque personne branchée, connectée via un appareil électronique, et nous allons ensemble utiliser la technologie comme une courroie pour déconstruire des savoirs néocoloniaux. Résumé de la présentation, ma présentation est structurée en 4 grands points. Le résumé, premièrement, à propos de ma lecture décoloniale de l'histoire, le thème de la décolonialité de l'histoire. Après, je vais voir la critique de la raison coloniale, appréhender les 500 ans sous l'angle de la politique de la mémoire, très important, et finalement, les pourquoi de la décolonialité. Maintenant, le résumé de la présentation. Quelle est ma réinterprétation de 500 ans d'histoire? Où est-ce que je me situe épistémologiquement pour y parvenir? Ces 2 questions suffisent à elles-mêmes pour rédiger plusieurs tomes d'ouvrages académiques. Donc, je ne saurais prétendre les répondre adéquatement en 20 minutes. Il s'agit ici de présenter des grandes idées et heureusement, vous aurez l'opportunité de savourer le texte complet à la suite de la publication de l'ouvrage. Grand thème, à propos de ma lecture décoloniale de l'histoire. Tout d'abord, en ma qualité de théoricien social, j'appréhende ces plus de 500 ans comme une hyperséquence historique évolutive, bien sûr,
configurée et structurellement structurée par de multiples moments historiques. Une lecture décoloniale m'autorise à arguer que cette hyper-séquence historique a donné lieu et forme à ce que j'appelle la normalisation du pathologique et la pathologisation du normal, dans un cadre plus large de mise en œuvre de la modernité fragmentée de l'Occident judéo-chrétien. Mon deuxième argument est que, chez moi, la notion d'histoire n'est guère envisagée uniquement et exclusivement sous la loupe de dates et de chiffres, mais est plutôt appréhendée comme processus ayant façonné des subjectivités, discours et pratiques, tant des dominants que des dominés, tant des hégémoniques que des subalternes. Ma lecture décoloniale est inscrite dans une double tentative intellectuelle de déconstruction du racisme et de la suprématie blanco-occidentale et se propose de réhabiliter les voix des subalternes qui sont amplement capables de parler par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Sur la base de cette aventure épistémologique, mon intervention questionne une pléiade de notions postcoloniales qui cognitivement nous habitent encore. Abordons maintenant le thème et la décolonialité de l'histoire. Cette année, l'édition est consacrée au thème générique plus de 500 ans d'histoire, où en sommes-nous? Mais l'un des messages publicitaires d'Hervé Fanini Lemoine sur Facebook, on se lisait plus 500 years, what went wrong? Alors, le thème générique pourrait aussi se traduire plus de 500 ans d'histoire, où est-ce que le bas blesse? Ou encore, qu'est-ce qui n'allait pas? Indépendamment de la tradition qui y est faite, le thème est très pertinent. Pour moi, il nous offre l'opportunité de faire avancer les réflexions sur la décolonialité des savoirs et narratives historiques. Ma lecture intellectuelle du thème m'a fait rapidement penser à deux ouvrages clés pour penser la décolonialité. Le premier est Year 501, The Conquest Continues, publié en 1993 par le brillant intellectuel Noam Chomsky, linguiste états-unien très connu sur la scène mondiale. Et le deuxième ouvrage est Las Veinas Abiertas de América Latina, originalement publié en 1971 par l'intellectuel et journaliste uruguayen Eduardo Galeano. Dans l'an 501, La conquête continue, Noam Chomsky critique la logique de la déprédation au cœur même de la gouvernementalité de l'impérialisme américain. Haïti est traité au niveau du 8e chapitre du livre, où Noam Chomsky analyse le rôle des États-Unis d'Amérique dans la tragédie politique, économique et sociale du pays. L'ouvrage de Chomsky idéologiquement présente des similitudes avec les veines ouvertes de l'Amérique latine, un ouvrage désormais classique que Galeano publia en 1971. Dans les veines ouvertes, Eduardo Galeano présente le capitalisme racialisé de l'Occident judéo-chrétien comme l'un des plus barbares et sauvages systèmes de domination. Pour Galeano, on ne saurait comprendre l'opulence des pays du Global North, plus particulièrement des États-Unis, sans une analyse corrélationnelle de l'hyper-exploitation historique et économique des richesses diverses des pays qui constituent aujourd'hui du Global South. Autrement dit, c'est en grande mesure la richesse des pays du Sud qui a contribué à la richesse, la puissance et la grande puissance des pays de l'Occident judéo-chrétien. Pour établir cette domination, l'Occident judéo-chrétien a utilisé toute une batterie de techniques de pouvoir telles que la religion, le racisme, la colonisation,
les interventions militaires musclées, le financement des guerres civiles comme instrument d'instabilité politique entre eux. Ainsi, d'après Eduardo Galeano et Noam Chomsky, cette gouvernementalité impériale ne saurait se matérialiser sans la participation active des élites locales répugnantes en charge de la destruction des sociétés nationales, tout en satisfaisant leurs ventes et bas-ventes, comme je l'ai théorisé dans ma dissertation doctorale. J'ai pris donc le soin d'établir cette analogie entre le thème de notre foire culturelle et le titre des ouvrages d'Eduardo Galeano et de Noam Chomsky, une manière d'introduire l'idée que depuis plus de 500 ans, le capitalisme racialisé occidental a aussi construit des récits historiques basés sur l'éloge du pillage, de la destruction et de l'exploitation à outrance. Un bon titre, l'autre petit rapide. Maintenant, abordons la question, ma critique de la raison coloniale. Dans le brouillon de nouveaux livres que je suis en train d'écrire sur la théorie sociale contemporaine, je suis en train de suggérer que les concepts tels que la distanciation sociale et le confinement, notion d'une grande résonance actuelle dans l'espace public contemporain, ne sont guère de nouvelles stratégies que l'on commençait à adopter à l'ère du coronavirus ou COVID-19. Puisqu'à mon avis, si l'on scrute scrupuleusement la matrice ontologique que j'appelle la modernité fragmentée de l'Occident, l'on en trouve de nombreux exemples historiques de mise en application de multiples formes de confinement et de distanciation sociale. En d'autres termes, si on analyse les praxis du capitalisme racialisé de l'Occident, à partir du 15e siècle, le génocide européen dans les Amériques, les séquestrations, embarquements forcés et mise en esclavage de millions d'Africains dans les Amériques rendent témoignage de la manière dont des étrangers et envahisseurs utilisèrent sur la base d'une rationalité instrumentale la couleur de la peau comme instrument de pouvoir pour assujettir le natif, l'autochtone ou tout simplement l'autre qui sera identifié comme indigène. Pour savoir où en sommes-nous à plus de 500 ans d'histoire coloniale, il est indéniable de faire une réévaluation de notre condition historique en se demandant qu'est-ce qui n'allait pas au cours de cette hyperséquence historique. Quelles sont ces grandes pathologies? Ai-je pleinement conscience de mon être, de mon identité fragmentée et délocalisée? Comment ces plus de 500 ans ont affecté ma subjectivité et mes conditions objectives? Ma réponse est que nous avons individuellement et collectivement une impérative catégorico-morale de s'immiscer au cœur du substrat épistémologique et idéologique de la dite modernité fragmentée pour savoir qu'est-ce qui n'allait et ne va pas encore. Maintenant, abordons brièvement les 500 ans sous l'angle de la politique de la mémoire. Ce que nous appelons actuellement les sciences sociales, jusque vers la fin du 19e siècle, étaient mieux connues sous l'appellation de sciences historico-sociales ou encore sciences de l'esprit. Tous les grands classiques des sciences humaines et sociales, tels que Joseph Antenor Firmin, Hannibal Price, Louis-Joseph Janvier, Karl Marx, Émile Durkheim, George Simmel, Anna Julia Cooper, Max Weber et W.E.B. Du Bois, pour citer quelques-uns, étaient convaincus qu'on ne saurait comprendre le présent sans un retour réflexif sur le passé présent,
qui nécessitent d'être interprétés avec esprit et intelligence, tout en utilisant l'histoire comme ressource heuristique. Actuellement, la communauté scientifique octroie de plus en plus de visibilité aux études sur la mémoire historique, qui figure comme un sous-champ disciplinaire au sein des sciences humaines et sociales, et qui devient un nouveau laboratoire de recherche inscrit au carrefour de la théorie sociale, de la sociologie de la connaissance, de l'histoire, de l'anthropologie, de la sociologie de la culture, et j'en passe. La notion de la mémoire est utilisée pour réinterpréter les rapports entre le passé présent et la quête relationnelle de construction de notre identité, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Les théories contemporaines sur la construction de la question de l'État-nation insistent sur l'importance du travail sur la mémoire dans la recherche du vivre ensemble, puisqu'une nation est avant tout un acte de solidarité et la manifestation tangible d'une volonté de vivre ensemble entre frères et sœurs et ou concitoyens, compatriotes issus d'une certaine manière de même cordon ombilical. Ceci dit, dans un pays comme Haïti, les élites plurielles et autres sujets agissants ont une responsabilité morale de travailler à la protection de tout ce qui a rapport à la mémoire historique et collective, tant dans ses dimensions matérielles qu'immatérielles. Aujourd'hui, à quelques jours de la commémoration du 217e anniversaire de l'indépendance d'Haïti, nous autres de la diaspora noire, africaine, haïtienne, afro-latine, afro-caribéenne et afro-américaine, faisant partie de l'élite intellectuelle, les élites plurielles et autres sujets agissants, tous les fils des ancêtres, nous avons une obligation éthique pour empêcher aux autres de piétiner notre mémoire historique. Cette nécessité était bien comprise par le feu historien Michel Hector, qui l'a gradement travaillé au sein du Centre haïtien de recherche en sciences sociales CRESO. Dans le cadre des activités de formation continue et d'extension universitaire du centre, j'ai eu l'opportunité de suivre sous sa direction le séminaire intitulé « La pensée sociale haïtienne », dans lequel nous avions mûrement réfléchi sur la question de la mémoire historique et du rôle du 19e siècle haïtien pour la compréhension décoloniale de l'histoire d'Haïti, dans une perspective néo-marxiste, bien sûr. Toujours dans le cadre des activités du CRESO, et plus spécifiquement dans le processus de préparation d'un numéro spécial pour la revue Itinéraire pour commémorer le bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, Michel Hector invita l'historien Jean Chesneau à donner une conférence à la Faculté des sciences humaines de l'Université d'Haïti. Au cours de la conférence intitulée « La fonction sociale de l'histoire », Chesneau souligna l'importance de la mémoire dans la construction d'une nation en quête de vie démocratique. Il écrit, et je cite, « L'histoire est considérée comme connaissance du passé. Donc, parler de l'histoire, c'est parler du passé. C'est discuter le long itinéraire de l'humanité. L'humanité a aussi un itinéraire devant elle. Les sociétés doivent retrouver l'équilibre entre ces deux parcours à travers ce qu'on appelle le devenir ou le cheminement temporel. Notre réalité humaine la plus fondamentale est le lien mental, culturel et social, ce que nous sommes capables de construire entre le passé et l'avenir. Pour Chesneau, une société qui se désintéresserait de son propre passé serait comme bloquée, ankylosée, c'est-à-dire perdant la capacité de s'orienter. Fin de citation. Comme l'atteste la précédente citation,
Une société frappée d'amnésie historique est comme un voilier naviguant sans repère, ne connaissant pas son itinéraire, donc dépourvu de toute orientation. La question de la mémoire est aussi étudiée par les philosophes et spécialistes des littératures comparées. Le philosophe Gilles Deleuze, par exemple, insiste sur le rôle des archives dans l'élaboration d'une politique de la mémoire. Pour lui, il est fondamental d'avoir une politique de prise en charge professionnelle des archives, puisque notre histoire réside dans nos archives. Elle est un repère permettant à un peuple d'apprivoiser son identité, de connaître ce qu'il est et cesse d'être. Mais comment interroger ces 500 ans d'histoire? Comment réfléchir sur le rôle des archives dans la préservation de la mémoire historique et collective sans mentionner l'œuvre de notre cher Michel Wolf-Trouillot? Dans Silence in the Past, Power and the Production of History, un Maman Pemba livre publié en 1995 par l'anthropologue haïtien Michel Wolf-Trouillot, il explique le rôle de la communauté scientifique raciste dans le processus historique de banalisation du rôle d'Haïti pour normaliser la modernité pathologique et pathogénique. Pour l'anthropologue Michel Wolf-Trouillot, l'historiographie occidentale fait tout son possible pour faire silence sur la révolution haïtienne de 1790-1804 en mobilisant un ensemble de techniques de pouvoir telles que la séquestration des archives, la falsification des grandes narratives, ainsi que le remplacement des grandes figures historiques par des parias, des médiocres, des chrétiens et des racistes. Actuellement, au moment où je vous parle, nos plus importantes archives sont délocalisées. Elles sont entreposées non aux archives nationales d'Haïti, mais en France, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Hollande, Portugal, Danemark, sans oublier la République dominicaine. Au moment de cette communication, quelle est notre réalité politique? Ou pour parler en termes plus localistes et ethnocentriques, quelle est la réalité d'Haïti? Nos frères et sœurs et nos compatriotes sont séquestrés, kidnappés et tués à cause d'un État fonctionnant selon les réflexes de la politique du ventre que j'ai théorisé dans mes recherches empiriques sur la culture politique des élites. La société haïtienne est exposée au kidnapping parce qu'en Haïti, la société fonctionne selon la logique du caste social. Mais existe-t-il un rapport historique entre les séquestrations de nos archives, la mise en configuration d'un État paria, kleptocrate et néopatrimonial et les séquestrations contemporaines sous la version 2.0 du pouvoir PHTK, pouvoir dont l'impérialisme américain a activement participé à sa configuration? Docteur Saint-Paul, il ne vous reste que 2 minutes. Ok, très bien. Tout ceci est pour vous amener à prendre conscience sur le fait que la violence historique contre nos archives, gardienne partielle de notre mémoire historique et collective, fait aussi partie du bilan adressé de plus de 500 ans d'histoire de violence coloniale et postcoloniale. Et finalement, en conclusion, les pourquoi de la décolonialité. Maintenant, je sais qu'il ne me reste pas trop de temps. J'aimerais conclure cette communication en soulignant certaines idées saillantes portant sur non seulement les comment, mais aussi et surtout les pourquoi de la décolonialité. J'ai abordé la critique des 500 ans sous la loupe de la décolonialité en vertu d'un ensemble de raisons. Tout d'abord, l'approche décoloniale est intrinsèquement connectée à l'idée que tout récit historique est appelé à être déconstruit, car la vérité est toujours quête relationnelle et communicationnelle construite collectivement. L'approche décoloniale réinterprète l'histoire non en vertu de l'universalité, du positivisme ou du structurofonctionnalisme,
mais en fonction des courants théoriques ancrés sur la créativité des sujets interprétants, la diversalité et la pluriversalité. Comme j'aurai à le démontrer postérieurement dans la version à préparer pour le chapitre de l'ouvrage collectif, le récit fictif et fictionnel des grandes découvertes impérativement doit être abordé sur la base d'un pluralisme axiologique fondé sur la pluralité des valeurs et raisons travaillant et traversant ces 500 ans d'histoire. Séquence, comme je l'ai théorisé, a façonné nos conditions subjectives et objectives. La décolonialité s'avère intéressante parce qu'elle récuse la différence coloniale, concept à travers lequel le théoricien Walter Mignolo, une figure de proue de la pensée décoloniale, montre comment ces plus de 500 ans d'histoire coloniale et néocoloniale ont causé tant de dommages psychiques et psychologiques chez les damnés de la terre. Finalement, la longue lutte historique pour recouvrir notre dignité individuelle et collective ne saura se faire sans une lecture décoloniale de ces plus de 500 ans d'histoire. Mille merci de votre patience et attention. Merci, Dr. Saint-Paul. Bon, Cassandre, malheureusement, a dû partir. Donc, je vous remercie. Et notre poursuite pour la vérité historique ne s'arrête pas là. On va continuer avec M. Célucien-Joseph. Y a-t-il des questions? Je vais le représenter aujourd'hui. Je vais le représenter. Ah, d'accord. Et je dois tout d'abord dire que depuis